Bonjour Pierre. Bonjour, comment ça va? T'es en forme toi? En grande forme, de mieux en mieux tous les jours de ma vie. Ça se passe bien dans ta vie, oui? Oui, ça va bien, oui. J'ai pris plusieurs semaines de vacances cet été. Je suis chanceux que je pouvais me le permettre. J'ai vraiment pris le temps de faire le point sur mes projets d'affaires. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je vais. OK. Faire le plan avec... je suis en quête de sens. OK. Et je veux vraiment travailler pour développer cette quête de sens-là et la nourrir vraiment. OK. Tu me parlais aussi tout à l'heure que tu étais écrivain. Tu parlais de quoi? Pas de poèmes, De fables. de fables. Mais comme les fables de La Fontaine. OK. Monsieur Jean de La Fontaine, il a été 375 ans tout seul à écrire des fables. Hein. Il n'y a personne qui touche à ça, cet univers-là. OK. Mais le 3 février 2009, j'ai déjeuné avec Mme Cora, des restaurants Cora. Et je disais à Cora ma déception de mon rêve à moi de vie de ne pas être devenu l'écrivain que je rêvais d'être. Je rêvais d'être un écrivain. Depuis que j'ai l'âge de 4 ans et demi, je rêvais d'être écrivain. Et... Donc, c'est vers l'âge de 4 ans et demi que tu t'es éveillé à ça. Oui. Ouais. Parce que ma mère, c'est pas vrai. J'avais mal au ventre, ma mère m'a emmené à l'hôpital, le médecin dit on va le garder, il fait un appendice. Ma mère est retournée à la maison et quand je suis resté à l'hôpital, il est arrivé une grosse tempête de neige, la tempête des poteaux, là, dans le temps du mois de mars. Là. Et, toutes les rues ont bloqué. J'étais 3 jours et 3 nuits tout seul à l'hôpital à 4 ans et demi. Et la 3e nuit, l'infirmière stagiaire avait laissé son petit calepin sur la table de chevet avec son crayon plomb. Et moi, je ne savais même pas lire ni écrire. Mais je suis les adultes, ils font ça, des fois, ça. J'ai fait pareil. Là. J'ai écrit dedans, maman, où est-ce que t'es, maman? Et j'ai tout rempli le calepin. Et là, j'ai compris une affaire que, même si j'avais pleuré toute la fin de semaine, qu'écrire, ça me faisait encore plus de bien. Fait j'ai dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. Moi, je vais écrire. À 4 ans et demi. À 4 ans et 3 mois. Moi, je ne savais même pas c'était quoi. Fait qu'à l'automne d'après, mois de septembre, 4 ans et demi, je suis rentré première année de l'école. Ça s'est pas bien passé. La professeure a été tellement dure avec moi que écoute, j'ai fait pipi dans mes culottes. Je suis retourné à la maison, puis maman a dit c'est correct, c'est fini, tu iras à l'école quand tu auras 6 ans. J'ai fait une grosse crise de centre d'achat. Je suis retourné à l'école le lendemain. Attends un peu, une crise de sang, d'accord? Une crise de centre. Tu sais, quand tu vois des jeunes qui se couchent à terre, là, puis tout le monde dit c'est quoi ce parent-là? Là? C'est ça. Fait que finalement, j'ai gagné. Puis je suis retourné à l'école le lendemain matin. Et puis j'aime encore ça. Je vais encore à l'école une fois par semaine. Je vais encore dans les classes des clubs Toastmasters pour encore être meilleur à parler en public. C'est quoi ça? Les clubs Toastmasters? Ouais. Il y a les clubs Kiwanis, les clubs optimistes, les Chevaliers de Colomb. Ouais. C'est des clubs sans but lucratif qui ont une mission. Ils se sont investis dans une mission d'aider les pauvres, d'aider les aveugles. Les clubs Toastmasters, ils aident les membres à devenir des meilleurs leaders et des meilleurs communicateurs. Fait que on s'aide entre membres. Dans ce club-là, moi j'ai été décoré l'année passée, la plus haute médaille, la plus haute distinction qu'on peut avoir. C'est membre distingué. Mais je continue quand même à m'impliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin et qui veulent parler en public, ils ne savent pas comment faire. Okay. Et c'est dans ce giron-là que j'ai développé ma nouvelle entreprise, qui est l'Académie Orateur Expert. OK. Là, tu me parles au niveau pour les conférences, mais tout à l'heure, on va continuer, si tu veux, sur les fables. Oui, allons-y. Oui, vas-y. Vers 4 ans et demi. Après ça, comment ça s'est développé? Bon, en cours de route, j'ai développé une affection particulière pour la langue française. OK. Moi, tu sais, je suis été fabriqué au Lac-Saint-Jean, né à Lévis, Saint-Romuald, dans ce secteur-là, Saint-Jean-Chrysostome. Et j'ai toujours aimé les professeurs de français parce qu'il y avait toujours en arrière de devenir un écrivain. Puis un écrivain, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des mots. Tu sais, je me rappelle mon plus beau cadeau de Noël que j'ai eu, je l'ai eu, j'avais 5 ans et quelques semaines. Là. Et moi, j'ai le dictionnaire Larousse. J'ai capoté mes rêves là-dedans. Moi, c'est parce que dans le dictionnaire, il y a des mots. Fait que moi, j'étais couché le soir, là, on s'en avec une sur découverte dessus, puis la lampe de poche, là, puis écoute, il y a plein de mots. Puis quand les adultes, ils parlent ensemble dessus, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. Là. OK. Et là, j'ai compris qu'il y a des filles. Hein?
Oh! Oh! Hey, j'ai fait mon éducation sexuelle presque dans le dictionnaire. Ah oui. Parce que il y avait. Tu sais, moi, là, c'était la quête des mots. Et puis mon père avait des. Il faisait des calembours. Il aimait beaucoup Des calembours, c'est les quoi? jeux de mots, OK. les expressions, mais c'était toujours à saveur adulte, mettons. Ah ouais, OK, OK. C'est ça. Et puis, j'ai grandi avec ça, avec l'idée de faire des jeux de mots, des rimes, l'idée d'être écrivain. Et puis, dans la maison chez nous, ben, c'était pas l'ambiance que j'aurais voulu. Fait que quand j'étais enfermé dans ma chambre ou dans le garde-robe ou en dessous de la galerie ou dans le fond de la remise, j'allais écrire. J'ai écrit des centaines de pages, j'ai écrit des volumes de poèmes, toujours avec des rimes, puis des jeux de mots, puis des calembours. T'as-tu gardé ça? Moi, j'en ai gardé longtemps, et puis quand j'ai eu 16 ans ou 17 ans, j'ai pas été intelligent. J'ai mis ça dans une grande enveloppe et j'ai envoyé ça, mes originaux, sans avoir de photocopie, parce que je savais même pas dans ce temps-là que ça existait. J'ai envoyé ça à une maison d'édition à Montréal, et puis ils m'ont retourné un courriel pour me dire que c'est pas comme ça qu'ils voulaient avoir des manuscrits, là. Fait que, et ils m'ont dit qu'ils me l'ont retourné par la poste, là, je ne l'ai jamais reçu. Fait que j'ai perdu 15 ans d'écriture là-dedans. OK. Sauf que ça a fait boule de neige. Quelqu'un a entendu parler de Pierre Simard. Fait que là, j'ai créé une émission de télévision qui s'est ramassée à Télémétropole, l'ancêtre de TVA. Et il y a quelqu'un, un producteur de l'époque, qui m'a renvoyé un courrier, une lettre dessus. Il m'a dit, désolé, les quiz télévisés, on n'en a pas besoin, parce qu'on en a bien correct. Mais 3 semaines après, cette émission-là, elle sortait à la télévision. Ah, c'est pas vrai. Et c'était marqué une idée originale un concept de, producteur, et ça. J'aimerais bien ça dire son nom, mais... Mais sauf le tien. Parce que... Le tien n'était pas marqué. Ça a lancé la carrière des animateurs télé. OK. Et cette émission-là, ça a fait de la grosse bisbille dans la famille, parce que c'était un de mes oncles là, qui était à la tête de ça. OK. Puis mon père l'a tassé de sa vie là, carrément. Là. OK. C'était correct aussi, là, mais moi, ça l'a fait que j'avais la conscience que j'avais du talent d'écrivain. Oui, oui, oui. Et comme idéateur, je suis pas pire. Et on m'a déjà dit plusieurs fois, si j'étais aux États-Unis, où ils embauchent des idéateurs, j'en ai des idées, j'en ai pas d'autres. Okay. Moi, j'étais un gros TDAH, puis mon cerveau, il fonctionne création, tout le temps. Mais à cette époque-là, moi, j'étais pas mûr à ça. Ouais. C'est ça. Et pas longtemps après, ben, je suis parti définitivement de la maison chez nous. J'avais 16 ans. Et j'étais allé dormir dans ma boîte de carton en dessous du pont Jacques-Cartier. Sauf que les premières semaines, il n'y avait pas de boîte de carton. Je dormais enroulé en boule dans une couverte de laine. T'as fait ça vrai? Oui, vrai. Et, combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça, je te dirais à peu près 2 mois. Puis après ça, j'ai une de mes tantes qui restait, une sœur à mon père, qui restait sur la Rive-Sud, à Brossard. Après négociation, mais j'ai été vivre chez eux en chambre pendant un petit bout de temps aussi. C'est quand est-ce là, que ça... On va dire que ça a commencé au niveau de l'écriture, là, pour vraiment, au niveau de le commercialiser ou de le propager, de le partager? Honnêtement, là, je te dirais 22, 23 ans, Okay. J'ai eu des chroniques dans les journaux. J'ai gagné quelques prix littéraires au Lac-Saint-Jean. J'avais mes chroniques de pensée positive, j'avais des chroniques sur les arts martiaux, j'avais plein d'affaires dessus. Et puis un jour, je me suis ramassé monoparental à temps plein de 2 bébés, de 1 an et demi et 2 ans. Fait que j'ai choisi mes enfants, fait que j'ai mis l'écriture de côté. OK. Parce que je pense qu'on peut tout faire dans la vie, mais pas tout en même temps. Okay. Fait qu'il faut prioriser. Moi, j'ai priorisé d'aimer mes enfants du mieux que j'ai pu, comme j'étais, avec la formation et la capacité que j'avais à l'époque. J'avais pas grand-chose, j'étais pas très outillé, mais j'ai fait de mon mieux. Ouais. C'est ça. Mais je me rappelais tout le temps, tu sais, quand j'ai eu 16 ans, cette année-là, le dernier soir de ma vie, là, je dormais sur un banc de parc, dans le parc Maisonneuve à Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire le dernier soir de ta vie? C'est intéressant, ça. Tu vois, c'est... Et à 16 ans, là, tout ce que j'avais à manger, là, c'était un pot de beurre de pinot que j'avais volé au dépanneur. Wow. Puis, trempe le doigt dans le pot de beurre de pinot,
Puis là, je le dois. Ça, c'était mon repas de la journée. En espérant faire la semaine avec le pot de beurre de pinot. Puis, maintenant, ben, il n'y avait plus rien dans le pot de beurre de pinot. J'étais allé dormir dans... Et puis, il y a un anglophone, un vieux bonhomme de 50 ans qui s'est passé là. Il dit, Hey boy, you want a black coffee? Lac-Saint-Jean, ça parle pas beaucoup anglais, là. Déjà, j'étais très méfiant, là. Ouais. Surtout ce qu'on entend parler avec les prédateurs. Finalement, ben, il est venu s'asseoir à côté de moi, il me suis relevé, c'était assez cool. Puis là, il me donnait son café. Puis là, il me dit, tu sais, là, peut-être ton père, c'est pas facile. Mais je connais un autre père qui est capable de t'aimer. Veux-tu, je vais te le présenter, je vais t'apprendre à y parler, il va être là toujours pour toi. Wow! Puis là, il m'a pris ses mains, il m'a enroulé, là. Puis là, il dit Seigneur. Puis là, il m'a montré à prier. Moi, j'étais loin de là. Moi, j'étais plus dans un univers de récitation que dans un univers de présence, mettons. Et là, j'ai appris une autre vision de ce qu'est la spiritualité. OK. Et ce bonhomme-là, il a changé ma vie pour toujours après ça. OK. OK, des années plus tard, lorsque je suis devenu un maître en art martial, quand les adolescents vivaient des difficultés, je leur faisais faire un double de clé de mon gymnase, puis ils dormaient dans mon gymnase. OK. Quand, un petit peu plus tard, quand on est devenu famille d'accueil, on a fait ça pendant 10-12 ans de notre vie à temps plein, la maison chez nous était pleine d'adolescents en trouble de comportement aussi. Pourquoi? Parce que je veux rendre au centuple ce que j'ai donné. J'en ai redonné des cafés. Puis un de mes plaisirs, parfois, je le fais moins un peu, c'est d'aller, mettons, au Starbucks ou d'aller au Tim Hortons, puis prendre un café fort dans le coin. J'aime l'odeur du café fort, c'est psychologique, là. Oui, oui. Bon. Ça te remémore. Oui, il y a un lien affectif avec ça, là. Okay. Et quand je vois quelqu'un qui semble en détresse, particulièrement les hommes dans mon âge, là, les gens qui ont, tu sais, comme, ça se sent, là. Ouais. Fait que, je me trouve une défaite pour aller m'asseoir à côté, pour aller emprunter le journal ou pour faire du bruit un peu. Puis, je me suis trompé, j'ai pris 2 cafés, t'en veux-tu un? Fait que j'offre un café. Là, puis, ah, ouais, t'es un petit coquin, toi. Ouais, j'aime. Parce que j'aime les relations interpersonnelles signifiantes. Parce que quelqu'un un jour m'a donné un peu, il a changé ma vie. J'essaie de donner un peu, parfois beaucoup. Parce que le poids des mots qu'on dit change la vie de tellement de gens. Si je traite une poignée de bêtises à quelqu'un, je vais le virer de bord. Puis si je lui dis que je l'aime, je vais peut-être le virer de bord. Si je veux le serrer dans mes bras et qu'il n'est pas prêt, je vais peut-être le briser. Ouais. Et si je ne le serre pas dans mes bras et qu'il en a besoin, je vais le briser aussi. Ouais. Fait, mais tout ça, ça ne m'appartient pas. Tout ce que je peux être, moi, là, c'est d'être moi, de témoigner de qui je suis, puis de l'amour que j'ai en dedans, puis la reconnaissance que j'ai, là, c'est d'être là, disponible et à l'écoute. À partir du moment où les gens ont besoin, ben, je suis là. Mais comment tu fais pour distinguer, comme tu viens de dire, là, ton énumération, ouais. Qu'une personne, t'as peut-être envie de faire un câlin, mais peut-être que lui n'a pas besoin. Comment tu le sens ou quoi? Ça se vit aussi. Cet été, on est, entre autres, cette année, j'ai une roulotte de camping. Et cette année, j'ai quelqu'un que je connais, qui a mon âge, qui était absent un peu du camping, parce qu'on a appris après qu'il souffrait d'un cancer. OK. Bon. Mais à un moment donné, il est arrivé au camping, je l'ai croisé, c'était une soirée de danse. Fait que moi, j'étais vraiment content de le voir, parce que j'étais inquiet, là. Fait que je me suis avancé pour aller le serrer dans mes bras, puis ça me fait plaisir. Hey, pouf, il m'a poussé. Ouais, t'es pas content? Moi, je suis vraiment content de te voir. J'ai essayé, non. Il dit, écoute, ça fait 2 fois, il touche-moi plus parce que la prochaine fois. Mais là, son épouse m'a averti, le gars. Dans sa famille, ils font pas de marque d'affection. Je dis, ben oui, voyons donc. Hein, c'est fun de voir quand. Non. Puis là, il dit, c'est la dernière fois que je l'ai averti, là. Il dit, touche-moi pas de même, il dit, moi, puis il est là, comme. Hé! C'est correct. Comme... Bon, mais tu l'avais pas senti, toi, parce que tu étais heureux de le voir. Ben, il y a sa personnalité qui est plus renfermée, plus secrète, parle moins fort un peu, mais d'être confronté à la réalité de non, je n'en veux pas, oui. et de comprendre à travers ça, non, je n'ai jamais appris, d'une grande vulnérabilité, c'est correct. Je lui laisse le droit de porter son masque, c'est son masque. Mais c'est là que tu as compris, quoi? C'est ce que moi, j'ai compris que
que tu énumérais tantôt. Là. D'être encore plus prudent Ouais. dans la façon Ouais. dont je donne de l'amour aux gens. Okay. On ne sait jamais de la façon dont ça peut être pris. Et vois-tu, parallèlement à ça, depuis peu, on va dire, j'ai rejoint un groupement d'hommes. Ça s'appelle Mankind Project, où c'est un regroupement d'hommes qui s'entraident les uns les autres. Où, lors d'une dernière rencontre, je leur ai dit, quand ils m'ont demandé c'est quoi ton besoin aujourd'hui, j'ai dit moi mon besoin c'est d'avoir de l'amour aujourd'hui, j'ai besoin d'une grosse colle. Là. Écoute, tout ce qu'il y a d'hommes dans l'assemblée se sont levés debout, là, puis ils m'ont serré dans les bras. Ben, écoute, les bras, hein? Ah ouais. C'est tellement bon avoir de l'amour. Tu sais, c'est juste, c'est plein de le sens qu'on peut donner à l'affection, à la présence. T'es pas jugé, t'es tel que t'es, là, avec tous tes défauts et tes qualités. Tu sais, c'est toi, on t'aime comme t'es, juste là, là. Mm-hmm. T'as besoin d'amour, viens, Mm-hmm. Wow! Moi, j'ai pas un moyen de me passer de ça. Okay. C'est sûr qu'après prochaine rencontre, je suis encore là, puis les autres après aussi. Okay. C'est incroyable. Le don, le bien qu'on peut faire à quelqu'un en étant soi et en étant à l'écoute. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Et à travers mes 3-4 business que je roule présentement en même temps, c'est d'être là pour les autres. OK. Tout à l'heure, on parlait de... Ben, je te remercie de ce témoignage-là, c'est super. Tout à l'heure, je te demandais au niveau... Quand est-ce que tu as commencé à écrire tes fables? Oui. Puis, comment ça se déroule? 3 février 2009, j'avais déjeuné avec Mme Cora, des restaurants Cora. Bon, et puis, quand j'ai dit à Cora que mon grand rêve, c'était d'être écrivain, ben, elle dit, c'est facile d'être écrivain. Elle dit, tu prends ton cahier et t'écris. Ouais. Elle dit, moi, j'ai pas entendu que quelqu'un rouvre un restaurant et qu'il le mette à mon nom. Là. Oh, wow. Dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut faire les efforts pour l'avoir. Merveilleux. J'ai viré mon apron de papier de bord, puis j'ai écrit une fable. Là. Puis, et Cora me dit, c'est donc ben bon, t'as fait ça comme ça, là. Ben, mais moi, j'aime ça me faire flatter dans le sens du poil. Ouais. Fait que je n'ai fait une deuxième. Et Cora dit, sais-tu, si t'en faisais 100, tu pourrais faire un livre? OK. Une fable par jour pendant 100 jours. Cora dit, ben, si t'es capable de faire ça, tu vas faire ta préface. Ben, au bout de 100 jours, j'en avais 140 décrites. Mais il s'est amorcé quelque chose le 3 février 2009. Une chaîne d'événements qu'on connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît... Tu sais, toujours? Oui. Et là, il y a quelqu'un qui connaît un éditeur qui est venu me voir dessus. Mon éditeur aimerait ça publier tes fables. OK. Je suis allé le rencontrer. Finalement, ben, on s'est entendu. 4-5 mois après, on a sorti mon premier livre de fables, Hirondelle et le crapaud. Et sans autres fables. Ça, c'était en 2009? Non. Ça a sorti c'était en 2009. OK. Mais ça a été publié au printemps 2010. OK. Puis là, l'éditeur me dit, sais-tu, si à un moment donné, si tu en écris d'autres, on pourra peut-être en refaire un deuxième livre. Oui. Ben, j'ai dit, ça donne bien. Je suis encore presque 200 de plus d'écrits. Ben, à l'automne de la même année, on a ressorti un deuxième livre, La tulipe et le jardinier, 150 autres fables. Là, ça en faisait 252 de publiés. Et ça faisait juste 18 mois que j'avais commencé à écrire des fables. Et là, l'éditeur, les éditions Gide, il me dit, sais-tu, avec ça, tu as le record du monde des fables. Je ne sais pas rien d'autre. Ben, les fables de La Fontaine, dans 40 ans d'écriture, il y en a fait 243. Ah ouais? Toi, tu es rendu à 252 et tu commences. Je dis, ben voyons, non. L'année d'après... Serais-tu par hasard une réincarnation de... Ben sais-tu, je vais faire un clin d'œil là-dessus. C'est surprenant. Lorsque je suis né sur mon baptistère, ma mère, c'est une Laforêt. Sur le baptistère, le curé s'est trompé. Et il a marqué nom de famille de la mère, La Fontaine. Voyons. Ouais. C'est bon, c'est bon. Il y a des gens qui me disent peut-être c'est la réincarnation de La Fontaine, peut-être tu vas réaliser son rêve d'en avoir écrit 1000, peut-être que. Moi, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je commence à comprendre plus d'autres choses, Ouais, là, ouais, parce qu'on évolue là-dedans. Là. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'en écris pas mal, des fables. Là. Là, tu me parlais de ton deuxième, troisième? Le deuxième livre. L'année d'après, ben, je contacte l'éditeur, il me dit tes livres se vendent pas assez au Québec, je ne pourrais pas produire d'autres. OK.
parce qu'il faut au minimum, je pense, vendre 1000 livres pour être capable de soutenir les réseaux de distribution. Ouais. Là, j'ai envoyé un manuscrit à un autre éditeur, il me dit, je vais te répondre dans 3 à 6 mois. J'ai dit, non, encore. Moi, j'avais... Là, on se ramasse en 2000, le début de 2011, là, j'avais 57 ans, 58 ans. Là. C'est pas vrai que je vais attendre 6, 7, 8 mois avant d'avoir une réponse. Puis après ça, ça va être toute l'infographie, la mise en page. Mais pendant ce temps-là, moi, il va y en avoir d'autres livres qui vont arriver en arrière dessus. Là. Ben, il dit, ça va être, c'est de même que ça se passe. Ben, c'est pas de même que ça va se passer. Fait que j'ai embauché une firme privée à Montréal de formation. J'ai pris une formation mentorée, comment devenir un éditeur. Ah, ouais. J'ai investi quelques milliers de dollars là-dedans. Et j'ai créé ma propre maison d'édition, les éditions Résilience, pour lancer mes affaires. Moi, j'ai souvent dit, non, c'est pas une réponse. C'est une base de négociation pour avoir oui comme réponse. Fait que moi, j'ai lancé ma maison d'édition avec toutes les ISBN, les CIP, les BTLF, BTA, tout l'univers, là, comme ça se fait. Et à partir de là, ben, je pousse mes livres. À mesure qu'ils sont prêts, ben, c'est ça. Mais là, j'en ai 16, 17, 18 livres de publiés déjà, là. Ça va bien, là. Mais où tu prends ça? Dans mon histoire de vie. Là. Les fables, là, c'est de la sagesse. De la sagesse populaire, on va dire, là. Je suis inspiré par tout ce qui se passe. Si, par exemple, là, je te dis, dans une cour de récréation où s'amusait quelques chiots de la saison, se pointant un vilain cochon qui se cherchait mauvaise distraction. Est-ce que je parle des chiots, puis est-ce que je parle des cochons? Les adultes, ils comprennent, et monsieur, il y a une histoire de prédateur en arrière de ça, là. Bon. Mais les enfants qui regardent mes fables, les autres, ils voient une histoire. Tu sais, il est bien pas fin, le cochon, d'avoir fait ça, tu vois. Il y en a une fable, c'est le chien sale et la souris blanche. Okay. Et elle raconte dessus que quand elle était plus vieille, la petite souris blanche, elle boitait encore parce que le chien sale, il y avait mordu une patte. Fait que les enfants, ils voient l'histoire. Puis les adultes, ils disent « Oh, que c'est pas de ça qu'ils parlent non plus! » Donc, tu es en train de me dire qu'à travers les fables, tu lances des messages. La Fontaine faisait pareil. C'est ça, la fable. La fable, là... Mettons, je vais te faire une parenthèse, parce que... Fais-moi une fable sur Clermont. Quand je me suis ramassé en France pour aller faire une tournée de spectacle, j'ai été accueilli là-bas par des journaux, puis par des radios, puis on m'a fait plein d'entrevues. Et les gens me parlaient de la fable de La Fontaine. Ouais. La cigale, la fourmi? Non, dans les... Tu sais, quand il était le maître Corbeau sur un arbre perché. Oui, avec le renard. Okay. Moi, j'expliquais aux journalistes là-bas, à l'époque de La Fontaine, c'était à l'époque de la Réforme protestante. Là où les protestantisme est arrivé et le clergé est parti en guerre. Mais à cette époque-là, le col romain, ça n'existait pas. C'était le col français. Fait qu'ils étaient tout habillés en noir, avec leur kippa sur la tête qui était noir aussi, puis le grand col français. Il ressemblait d'un corbeau. OK. À l'intérieur de l'église, il y a la nef et il y a le... Il montait dans les marches en haut dessus pour faire la prédication. Imagine le curé, maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec son fromage, de la Bible. Ah ben. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette fable-là? Elle raconte l'histoire d'un curé qui a été tenté et qui a péché, mais il jura bien, mais un peu tard, qu'on ne lui le reprendrait plus. C'est une histoire de religion et de spiritualité qui est en arrière de ça. Les gens des journaux là-bas, alors là, vous faites de l'ombrage au père La Fontaine. Ben, non, t'as un peu, gars. Je dis, moi, là, je suis un écrivain de fables. Je sais c'est quoi des fables, ça m'habite, c'est dans mon ADN. Là. Moi, c'est de ça qu'ils parlent. Puis, quand je leur ai expliqué, mais ça les a comme choqués un peu, là. Je m'en fous un peu, là, moi. Parce que, moi, je connais des fables. J'ai jamais patiné, j'ai jamais fait de ski. Je fais pas de mécanique. Une lumière rouge allume dans mon auto, moi, je panique, go garage, là. Mais moi, je touche pas à ça. Mais, les fables, je connais ça. Ouais. Et moi, mais ce que tu viens de dire, j'avais jamais compris ça de même, moi, là. Non, personne ne voit ça comme ça. C'est bon, c'est super bon. Le sens des fables, c'est de ça que ça parle. Tu sais, j'en fais une dans le grand jardin des dieux, au bout du parterre de fleurs, une tulipe lève les yeux, elle vient d'avoir un coup de cœur. Dans les mains du jardinier, elle vient de trouver ce qu'elle cherche depuis toujours. Amour, tendresse, sécurité. Or, comme à la grande table des dieux, on ne sert que le meilleur. Un jour, le jardinier, il coupa la queue.
et bien sûr lui brisa le cœur. Moralité, quand on est en amour, faisons donc attention. Est-ce que des autres, on connaît vraiment toutes les intentions? C'est ça. Les fables, là, ça fait réfléchir. Est-ce que ça parle vraiment d'un jardinier puis d'une fleur? Ben là... Ça parle de l'adolescence, l'adolescente qui est vulnérable là, des gens, puis que les chagrins d'amour, puis... Ben, c'est ça des fables. C'est pas ce qu'elle dit. Des messages. C'est ce qu'elle dit pas qui est intéressant. Une bonne fable, c'est 2 ou 3 niveaux de lecture. C'est bon. C'est bon. Maintenant, après ton deuxième livre, tu me parlais un peu tout à l'heure, tu me parlais des écoles. C'est intéressant, ouais, ça. Ben, le fait d'avoir 2 livres de publiés chez un éditeur agréé, le gouvernement provincial, lorsqu'on suit une certaine démarche, on peut devenir un écrivain à l'école. OK. Parce que les écoles ont des subventions lorsqu'ils font venir ou un artiste à l'école ou un écrivain à l'école. Pour les enfants? Pour les enfants, dans les écoles primaires, secondaires. OK. Écoles privées aussi. Primaire et secondaire, OK. Oui. Tous les niveaux. Je visite une quinzaine d'écoles depuis 2012 par année. Parfois, je vais passer une semaine à Baie James, une semaine à Montréal, 2 semaines à Shawinigan, une semaine au Lac-Saint-Jean. Je vais partout au Québec, dans toutes les écoles où on m'appelle dessus. Comment ça fonctionne? Quand tu es dans une école, est-ce que tu fais toutes les classes? Est-ce que les classes se réunissent dans une salle? Ou... Le programme a ses exigences. OK, ouais. Bon. Les exigences, c'est maximum 3 classes par jour, maximum 30 élèves par classe. OK. Il y a certaines écoles où ils me demandent d'être là 5 périodes de classe par jour, où on fait une entente supplémentaire. C'est-à-dire que je peux vous demander pour faire 2 périodes de plus, mais les 2 périodes de plus, ils vont être à tel prix. Puis où c'est accordé. Où on s'organise pour que tout le monde rentre à l'intérieur de son budget pour que ça puisse se faire. Mais chaque cas, c'est un cas d'espèce. Il y a des écoles, entre autres, lorsqu'ils m'invitent, ils ont une commande qui vient avec ça. Il y a une école multiethnique, entre autres, qui m'ont invité et qui m'ont demandé, veux-tu parler de la différence, de l'accueil, de comment trouver sa place, de servir de mes fables pour montrer aux gens toutes les choses. J'ai passé 5 jours dans cette école-là et j'ai rencontré des jeunes de toutes les races, de toutes les langues, je pense qu'il y a 26 ou 28 pays différents dans la même école. Et je pense que ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Mais comment ça fonctionne dans le sens que tu leur dis des fables puis tu les expliques les fables, non? Non. Mettons, je me suis fabriqué une structure, là, ou une période classe. Mettons, une période classe, ça dépend des écoles, là. Mettons 60 minutes ou 90 minutes, ça dépend, là. Bon. Où j'explique c'est quoi mon parcours. D'abord, qui je suis. Je leur dis, je vous réponds à qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Qui je suis, c'est quoi mon parcours d'écrivain. J'écris des fables, c'est quoi les différences des fables avec les contes, les allégories, les nouvelles, les légendes, toutes ces affaires-là. Puis là, je leur donne des exemples. On s'en va au grand tableau. Et là, je les mets au défi de me faire fabriquer une fable live pendant 10 minutes. Fait que là, ils s'inventent. Je leur donne le choix d'animaux, puis ils lèvent la main. Là. Finalement, ben, ils votent 2 animaux, un lieu et une raison pour lesquelles. Ça peut être le crocodile et les serpents qui se rencontrent au centre d'achat, puis ils vont parler d'amour. Ça peut être ça, là. Et là, ben, je leur construis une fable devant leurs yeux. Ils font... Mais ça aboutit à quoi pour les enfants? Ben, après ça, on tombe en processus de création. Là, je les place en équipe, ou avec les enseignantes, qu'on les place en équipe. Et là, c'est moi qui impose le personnage. Et là, ils tombent en processus de création. Fait que là, ils apprennent c'est quoi des rimes, c'est quoi la ponctuation, l'importance d'avoir des bonnes virgules. C'est bon pour le français? Ben, oui. Je mets une grande emphase sur le respect des enseignants et l'amour de la langue française. OK. Parce que si on enlève ne serait-ce que la virgule de la langue française, et je vais faire un petit bout de phrase, qui s'appelle « personne ne comprend. Mais si je remets la virgule, puis la ponctuation, ça fait « Que peut bien faire un âne dans un moulin à part de boire de l'eau? Peut-il tourner la roue? Oui, s'il y en a une. Okay. » Maintenant que vous avez de la clé de décodage, qui est la virgule, alors comment que moulin à part de boire de l'eau peut tourner une roue? Oui, c'est une. C'est facile, les gens font « Ah! » Et après ça, je repars sur encore une autre. Où
j'essaie de leur faire comprendre leur plus grand ami lorsqu'ils sont au niveau début secondaire, c'est leur professeur de français. Il va changer votre vie pour toujours, parce que si vous apprenez juste à parler ou à parler avec les gens en chattant au lieu de communiquer vraiment, faire vibrer ce qui est en dedans, vous allez manquer votre vie. C'est là que ça se passe, et pour ça, il y a des mots pour chaque chose. Il y a des mots et il y a des synonymes. Si je veux dire il est grand, je dis pas il est gros, je dis il est grand. Chaque mot a son sens. Il y a une énergie en arrière chaque mot. Mais ça, c'est... Avec du recul, je regarde, ben c'est ça que j'applique dans mes fables. Si je change un mot dans ma fable, des fois, je suis obligé de changer 3 lignes pour être capable de récupérer ce mot-là. Vous enlève une rime, ça ne marche plus. Des fois, il faut que je le refasse au complet. J'en ai quoi, 100, 150 des fables qui sont commencées, sont de côté. Je ne suis même pas capable de définir parce que j'ai commencé une affaire, puis à un moment donné, j'ai perdu le filon, ou quelqu'un m'a dérangé, ou... Mais ça, plus c'est 950 que j'ai décrites, là. J'en ai fait de la fable, là. Il n'y a pas un éditeur qui est capable de suivre ce rythme-là. Tu sais, ne serait-ce que publier l'ontologie des fables de Pierre Simard, dit Monsieur Fable. Pensez, 1000 fables, mettons, là. Mais écoute, ça fait un livre de 1000 pages, là. 1000 pages, écoute, c'est comme... personne ne va publier ça, là. Puis les fables de La Fontaine, elles n'ont plus de droit d'auteur dessus. Tout le monde peut les reprendre, ils changent juste les illustrations. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un cadeau de Noël à faire, ils s'en vont à la librairie, chez le libraire, vont acheter un livre des fables de La Fontaine parce qu'il c'est beau, ils lisent pas les fables, là. On en a pris 2, 3, 4, 5 dans le pire, là. Mais les gens, les autres, ils lisent pas. Si on en revient aux élèves, est-ce que ça compte sur le point de... Ça fait partie de leur programmation. C'est officiellement à l'intérieur du programme secondaire 2, plus ou moins dans le temps de la période des fêtes. Mais c'est bon pour le primaire aussi, là. Oui, c'est bon. Maintenant, si une école primaire veut avoir ça, comment est-ce qu'il procède? Il y a un programme qui s'appelle La culture à l'école. Où toutes les écoles ont accès à un grand répertoire des écrivains à l'école. Je comprends. On est tous classés par ordre. S'ils veulent avoir un écrivain de conte, un écrivain de roman d'horreur, une histoire un roman d'épouvante, allégorie. Et ça, je suis le seul en Amérique, c'est fable. Fait que quand il y en a un qui allume, à un moment donné, qui va chercher le mot fable, c'est toi qui sors. Pierre Simard. Fait que je reçois des invitations un peu tout le temps. Là. Puis ça, c'est des subventions que le gouvernement subventionne les écoles. Les écoles. Fait qu'il subventionne à hauteur de plus ou moins 80% ma présence à l'école, mon kilométrage, les dépenses afférentes quand je vais plus loin que 100 km. Ils font aussi une demande. Avant, c'était presque obligatoire, maintenant, ça ne l'est plus, d'acheter des livres de cet auteur-là, entre autres. L'année dernière, j'ai réussi à vendre quelques livres, mais pas tant que les autres années. Parce que les écoles essaient de ménager un peu. Là. Par ici, je sais que toutes les écoles primaires, ils ont toutes 2, 3, 4 ou 5 copies de mes livres à la grandeur de la commission scolaire. J'ai été les porter en main propre. L'année passée, j'ai imprimé 1000 livres que j'ai fait une grande distribution cadeau. Et j'ai fait le tour de toutes les écoles. Mais ça ne lève pas comme des fables de La Fontaine. Parce que le mot fable est associé avec La Fontaine. Je le comprends, c'est correct. Comme, Maintenant, si on laisse le côté des fables, tu me parlais que c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, que là, tu étais rendu, tu faisais, dans une des entreprises, tu aidais les gens à pouvoir faire des conférences. Peux-tu m'expliquer à force d'être présent sur scène, d'avoir présenté, je dirais, 200-300 discours, d'avoir présenté 300, 400, 500 conférences. Il faudrait que je les compte, mais je n'ai pas ce souci-là. C'est quoi ces conférences? Ça, c'est sur les fables? Un peu sur tout, majoritairement sur les fables, mais certaines corporations ou organismes sans but lucratif me font venir pour parler de mon parcours de vie. Comment est-ce qu'on part d'une boîte de carton aujourd'hui et qu'on devient un écrivain? Pour encourager les adolescents qui se cherchent un peu, puis qui se lamentent. Mon père est ici, ma mère est ça, je peux même pas rentrer mon iPod à l'école. Moi je dis, moi mon rêve c'était d'être écrivain.
Puis dis, mettons, là, tu dis à maman, je veux avoir un iPhone à Noël. Ta mère a dit, oui, je vais te le donner dans 50 ans. Moi, là, je rêvais d'être écrivain 4 ans et demi. Je suis devenu écrivain à 54 ans, presque. Fait que là, c'est 50 ans, là. Fait que je dis aux jeunes, aux gens qui sont là dessus, ça veut dire, mettons, un jeune qui a 14 ans, là, il va falloir qu'il soit un adulte, qu'il ait des enfants, que ses enfants soient devenus des adultes, qu'il ait des enfants, puis que le petit enfant il soit rendu à 14 ans. Puis là, la mère va te donner, c'était pour ton grand-père. Il n'y a personne qui est prêt à attendre longtemps comme ça pour réaliser son rêve. Moi, mon rêve, c'était d'être écrivain. J'ai attendu 50 ans. C'est à moi, je suis marche dedans. On dirait, des gens me disent des fois, t'es comme intarissable, là. C'est sûr. Quand t'attends après un cadeau pendant 50 ans, quand tu l'as, c'est à toi. Là. Moi, c'est à moi, là. Moi, je savais pas. Tu sais, le 2 février, je savais pas que le 3 février, j'allais écrire des fables, là. C'est la façon dont Mme Cora m'a parlé. Ça t'habitait. Oui, on dirait que ma plume que j'avais laissée endormir pour être monoparental à temps plein, on dirait le cadeau de la vie, la récompense de ça, ça a été, Dieu dit, hein, je vais te faire un don, l'écriture des fables. Oh ben! Mais c'est comme... Fait que là, ça glisse vers les fables personnalisées de plus en plus. Donc, tu aides les gens aujourd'hui à pouvoir être capable de monter sur scène, de comment s'y prendre. De plus en plus, je pense qu'on a le droit, tout le monde, d'avoir... On a le droit d'être sur scène, on a le droit de se dire, on a le droit de nommer ce qu'on vit en avant, mais beaucoup de gens partent mal équipés, mal formés, mal préparés, en s'imaginant qu'il suffit d'être capable de mettre 3-4 mots à la suite de l'autre, ou d'être capable de parler devant un petit groupe de personnes pour faire une conférence. Alors qu'une structure de conférence, c'est tellement plus que ça. Et dans les 30 premières secondes où tu fais une conférence, là, il faut être connecté émotivement avec ton public. Tu vas les faire danser, tu vas jouer de la guitare, tu vas les faire pleurer. Des fois, je rentre une petite poupée en plastique que j'enroule dans une belle petite doudou, là. Puis j'arrive... là, les gens, ils m'aiment parce que je suis en train de bercer un petit bébé. Puis là, je fais... Regarde, t'as toi, là! Puis là, le petit bébé... T'as-tu fini? Là, tout le monde dans la salle maïs, là. Mais d'aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. La maltraitance aux enfants. Je l'enroule, je le dépose là. Puis là, je décolle ma conférence en parlant de ça. OK. Mais je peux te dire que tout le monde est attentif. Ils sont tous assis sur devant 2 chaises, là, puis ils veulent savoir ce que je parle. Là. Donc, tu partages ça à des gens qui veulent apprendre. Moi, je connecte. C'est une de mes grandes forces. Je connecte avec mon public en partant. Je veux qu'ils m'aiment égal ou qu'ils m'haïssent égal. Pour moi, c'est important. Ça me permet de passer mon message. Je vais arriver avec ma musique à bouche, je vais arriver avec un tam-tam, je vais arriver avec une marionnette que je vais arriver dessus, là, puis elle va dire du mal des politiciens. Dis pas des affaires de même. Puis là, elle commence à dire, non. On a tout le droit au respect. Va dans ta boîte, là. Aujourd'hui, on va parler de... C'est ça. Puis moi, j'enligne tout le temps là-dedans, là. Moi, je punch en arrivant. Ça, c'est... Des grands conférenciers font tous ça. On connaît Martin Philippe lorsqu'il arrive en avant, puis sa manière de puncher quand il arrive, c'est la musique dynamique qui vient nous chercher. Tout le monde dans le vental. Ça, c'est son accroche, c'est sa façon de faire. On a toute la nôtre. Moi, j'emmène les gens à conscientiser ça. Après ça, comment ça se structure? Est-ce que je veux parler 20% de mon histoire de vie dans ma conférence ou 100%? Si je veux parler 20%, il va falloir que je parle d'autres choses aussi. Puis est-ce que j'ai une mission? Qu'est-ce que j'attends de mon public quand je vais avoir fini de parler? Tu sais, je dis souvent, résume ta conférence, hein, à la fin de conférence, je veux que... Tu veux quoi, là? Tu veux vendre ton livre? Tu veux que les gens fassent affaire à tes services de coach? Tu veux qu'ils disent, hey, t'es bon? Et que tu veux, là? Si tu n'as pas d'objectif, tu peux pas l'atteindre. Tu vas juste parler. Le monde va dire, ouais, c'est le fun. Mais c'est des fois, t'es comme des c'est le fun polis, mais alors qu'on veut et on vaut plus que ça. Ça se structure, ça se prépare pour mettre les éléments, un peu d'humour, un peu de blague, un peu d'anecdotes, des histoires de vie qui me sont attirées. Comment ça fonctionne, les gens qui veulent te rejoindre de même pour est-ce que c'est des cours que tu donnes? Je fais des formations, comme en fin de semaine dernière, j'ai fait une formation en salle, comment structurer une conférence professionnelle. Je pensais avoir une grosse réponse, mais j'avais qu'à réserver une salle pour 20 personnes. Finalement, je n'ai 6 qui sont venus.
Oui, mais je veux dire, ça, c'est une question de marketing, mais je veux dire... C'est pas rien que ça. C'est une question d'intérêt. Oui. Et c'est commun à peu près tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est curieux, mais je suis là-dedans depuis une semaine à réfléchir à ça. Là. OK. Des fables, là, ça intéresse pas grand monde. Moi, j'étais maître de Tai Chi. Tai Chi, ça intéresse pas tant de monde que ça non plus. J'étais professeur d'art martial d'autodéfense. Ça intéresse pas tant de monde que ça non plus. Tu sais, moi, j'étais professeur, j'avais un club, je lançais du couteau. Moi, j'aime ça lancer du couteau. Ça intéresse pas grand monde non plus. Je suis toujours dans le côté presque marginal où ma clientèle, je suis capable tout seul. Fait que les gens qui lancent du couteau, je suis capable tout seul. On fait du canot, je suis capable tout seul. Donner un coup de poing, je suis capable tout seul. Comme monter une conférence, je suis capable tout seul. Correct, là. Fait que, je suis dans cette plate-bande-là, c'est une espèce de marais dans lequel, et j'en suis conscient, je veux dire, depuis juste à peu près une semaine. Qu'est-ce que tu fais pour... comment tu t'y prends pour... personnellement, là, Oui. pour aller chercher tes réponses? Depuis peu, j'accepte, je me suis toujours battu contre la vision des vies antérieures, contre cette grande spiritualité-là. Pourquoi? Parce que, et là, je vais rentrer dans une période bizarre, là. Quand j'ai eu 22 ans, 23 ans, après ma période de monoparentale, là, bon, en cours de route, j'ai eu une blonde et des années plus tard, j'ai eu un gros chagrin d'amour. Mais un gros chagrin d'amour. Elle avait presque 40 ans. Ça a été dur. Là. Et un soir, j'ai décidé, en gros orage électrique, en plein été, là, écoute, le tonnerre, les éclairs, puis moi, à boire debout, là. Puis là, ben, écoute, j'étais rendu à mon deuxième grosse bouteille de 26 onces de gin. Là, je disais, on va aller faire de la pelouse. Fait que là, je démarre la tondeuse, puis... Et là, il y a un éclair qui a frappé sur la tondeuse. OK. Elle a fondu, mais moi, ça a fait... Il est relevé, j'ai effacé 35 pieds plus loin contre la maison. OK. Et là, je suis rentré dans le tunnel de mort imminente pour la première fois de ma vie, parce que j'ai vécu ça 3 fois après. OK. Mais c'est... il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien. Si c'est ça, mourir, n'importe quand, dans 2 minutes, c'est... Écoute, cette expérience-là, là, il y a quelque chose qui rentre dans dedans, là, comme... Ça se peut pas vivre tant d'amour d'un coup. C'est comme... En tout cas, puis quand je suis revenu dans mon corps, le lendemain matin, c'est comme... Ça me faisait mal. Ben, parce que j'étais tout brûlé d'abord, là. J'avais mal partout, là. J'avais mangé comme une bonne volée, on va dire, là. Ouais. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui s'est brisé. J'ai commencé, j'ai dit, il faut que je retourne à l'université. Il faut que j'aille en théologie, il faut que j'aille étudier ce qui se passe là-dedans. Je voulais comprendre. Fait que j'ai fermé mon entreprise de meubles que j'avais, puis j'ai vendu ma maison, je suis retourné à l'université en théologie. Bac, maîtrise, doctorat, je veux comprendre. Puis en cours de route, ben, j'ai eu un gros accident d'auto en 2004. Ça a mis un frein à ça, pendant que j'étais dans la période de rédaction de ma thèse. D'ailleurs, je veux retourner, je suis en processus, je retourne aux études, ça va bien. Là. À 64 ans, là, je veux retourner faire d'autres choses, d'autres études à partir de janvier. Et toujours, t'as-tu compris? Pardon? T'as-tu compris quelque chose? Oui. Et c'est encore une question de sens. Est-ce que ça a du sens pour moi retourner en théologie? Non. Pas présentement. Pas là où je suis rendu. J'ai toujours vécu... Ils appellent ça le don de double vue. Les gens qui vont... Mettons qu'on jase ensemble et pendant qu'on se parle, il y a un écran transparent qui va passer entre nos deux. Puis sur l'écran qui va passer entre nos deux, je vais te voir, mettons, dans une autre vie antérieure. Tu es habillé, tu es comme un chimiste, tu es en train de faire des mélanges dessus, puis tu es en train de parler de ce côté-là, il y a le gros chat qui est sur le bord de la tablette dessus, puis la tablette là avec la médication dessus. Il y a une petite fenêtre dans la... Moi, je le vois, là. Je te vois, puis je vois ça en même temps. Là. Ça, c'est double... Il y a besoin de la clairvoyance. Mm-hmm. Ça, j'ai toujours eu ça, mais... C'est comme m'en fous comme dans la Garante, là. C'est comme... J'ai toujours cru que tout le monde a ça aussi. Ouais. Et puis, depuis peu, l'année passée, ben, j'ai commencé
à lire sur ce sujet-là, parce que j'ai rencontré des gens que ça intéresse particulièrement. Sur le sujet de la clairvoyance? Oui, la clairvoyance. Ouais, mais attends un petit peu, là, on va garder la clairvoyance, là. Mais tu ne m'as pas répondu, là. Oui, vas-y. T'as-tu appris quelque chose au niveau de la mort clinique, puis quand tu as été étudié, Oui. dans cet espace-temps-là, c'est quoi que... J'ai appris que, je ne dirais pas on se fait avoir, c'est pas vrai, parce que je vais être plus gentil que ça, mais je dirais qu'entre les systèmes de religion, d'organisation qui sont institués, organisés, ce que c'est aujourd'hui, c'est pas ce que c'était au départ. Au départ, c'était plus pour s'aider à grandir intérieurement, pour aller rejoindre ce moi spirituel-là qu'on va appeler Dieu, là, cette puissance-là, qui est comme un générateur d'ondes. Chez les Mayas, c'était le soleil, chez d'autres, c'est d'autres, où on le symbolise comme on veut, on trouve les mots qu'on peut pour nommer une réalité qui nous dépasse, là, à laquelle on s'attache. Et dans cette grande réalité-là, ben, moi, je suis obligé d'admettre, parce que j'ai fait mon mémoire de maîtrise en grec, hein, sur le Nouveau Testament, et les textes originaux en grec, et ce qui est écrit en français, c'est pas tout à fait la même affaire qui est traduit. C'était adapté compte tenu de l'époque, des gens qui allaient lire. C'est fait dans un but pédagogique, d'instruire, puis d'hameçonner. Puis le sentiment de culpabilité, il n'est même pas là-dedans encore. Il est arrivé beaucoup plus tard, là, comme croire sans ça. Si tu doutes, tu vas en enfer, tu es possédé du démon. Et tout ça, c'est arrivé des centaines d'années plus tard. Ça n'a aucun lien, et pourtant, c'est cette période-là qui influence beaucoup de gens dans leurs décisions et dans leur vie spirituelle. Moi, je dis des fois, je me suis fait contaminer quand j'étais plus jeune. Je suis chanceux, là, je suis en train de me décontaminer. La seule manière, c'est de prendre des distances et de parler avec des gens qui ont pris leurs distances et qui n'ont pas tourné ça en fanatisme pour m'emmener ailleurs. Parce qu'il y a une grande tendance à « viens me voir, c'est moi qui possède la vérité ou tu lâches celui-là, puis tu reprends une autre main là. Tu reproduis la même affaire, mais dans d'autres mots. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je revendique le droit d'être un chrétien, mais loin des églises. Et pour moi, un chrétien, c'est tellement pas ce que les églises enseignent. Si tu veux prier, va prier dans ta chambre. C'est ça qui est écrit, c'est ça que Jésus aurait dit, s'il le dit. Bon, puis après, c'est autre chose. Là. Ça a commencé à briser quand Paul de Tarse est arrivé, puis Saint-Paul, puis les catholiques, là, quand c'est autre chose. Paul, c'était quand même un rabbin juif qui a réformé l'Église des Juifs pour faire d'autres églises chrétiennes. Pour moi, l'Église chrétienne qu'on connaît, c'est plus une Église réformée que l'Église primordiale, l'Église première. Je suis là-dedans. Mais aujourd'hui, comment tu vis ça intérieurement? De plus en plus en paix depuis quelques mois, parce que je suis dans cette période-là de réflexion, de remise en question, posée. Quand tu fais tes réflexions, tu te situes où dans ton corps? Dans ton mental ou dans ton cœur? Dans ton sentier? J'apprends, on va dire, ça va faire curieux comme réponse, là. J'accepte que j'ai un ange qui s'occupe de moi. OK. Et que sa job dans la vie, c'est de donner sa vie pour sauver la mienne. Wow. Quand j'ai eu mon accident d'automobile en 2004, où, écoute, un gros camion de livraison de 26 pieds, il a perdu un essieu, là, puis il m'est rentré dedans face à face. Là. Les deux 90 km ailleurs, les deux bumpers de l'auto ont fait ça ensemble dessus. Puis, il me manque un trou noir dans ma vie. Là. Okay? Il me manque ce bout-là. Mais il paraît que je cherchais le chauffeur de l'auto qui s'était sauvé, qui fait qu'on fouillait des fossés partout. Puis il y a quelqu'un qui s'est aperçu que je saignais du nez, des yeux et des oreilles. Je pense qu'on l'a trouvé. Je me souviens pas de ça, pas en tout. Mais ça a été terrible, mais après, j'ai compris parce que une nuit, un ange qui est arrivé dessus, puis là, j'ai changé d'ange. Il dit, ton ange, c'était le meilleur saint qui a décidé de sacrifier sa vie pour sauver la tienne. Moi, ça a fait, oh boy, c'est comme si tu fais, c'est dur là-dedans, là. Ouais. Puis là, après ça, je me pensais, quand j'ai eu mon accident d'automobile, pas vrai, quand j'ai été frappé par un éclair, c'est arrivé la même affaire aussi, là. Puis là, de là, les grosses introspections, les périodes de questions, puis là, j'ai compris que à partir du moment où tu changes d'ange, tu changes d'énergie.
Le premier, il était passionné d'autodéfense, des arts martiaux, de l'entraide, mais dans ce sens-là. Le deuxième, c'était pas ça, lui. Le deuxième, c'était sur le savoir. Fait que ça a glissé par là. Puis le troisième, lui, c'est sur le don de soi. Ça va par là. C'est à toutes les fois qu'on change d'âge, on change d'énergie, et de la vie, ça fait tchoum, 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 qui explique les grands détours. Que monsieur, madame, tout le monde qui ne vivent pas ça ne vont pas le comprendre, là. Puis même moi, j'ai de la misère des fois à l'accepter. Mais tu es en train de me dire que les questionnements que tu as, ça ne se situe pas au niveau de ton être, mais de quelque chose qui est à part de toi, là. Que tu appellerais un ange. La vie fait en sorte qu'on apprend des choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai tiré des leçons de la vie. Et à travers ça, il y a une dimension spirituelle qui se sert de ça pour m'emmener ailleurs. Moi, je me suis découvert des patterns de vie, comme apprendre, maîtriser, partager. Je fais toujours ça. Les arts martiaux, apprendre, maîtriser, partager. En ébénisterie, apprendre, maîtriser. J'ai eu un centre de massothérapie pendant 22 ans. J'ai appris, j'ai maîtrisé, puis j'ai enseigné pendant 10 ans à l'université. J'ai appris le canot, j'ai fondé un club, puis j'ai formé... Je suis toujours là-dedans. Là, j'ai appris à parler en public, je le maîtrise. Finalement, je rouvre une autre école pour aider les gens à parler en public. Je rêve de former des gens qui vont écrire des fables. J'aimerais vraiment ça. Là. Ah ouais? Je me sens comme isolé, je suis tout seul, là. Je fais des fables au Québec. Regarde, tu viens de dire un mot, là. Oui. Je me sens. Oui. C'est ça que je vais emmener dans ma question. Okay. Quand tu t'interroges, qu'est-ce que tu sens en dedans de toi? Quand tu t'interroges. Parce que l'interrogation vient de là, du mental. On dit pourquoi? Mais ta réponse, qu'est-ce que tu sens à ce moment-là? Est-ce que tu parlais d'introspection tout à l'heure? C'est la même chose, là. Je me sens... Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à cette question-là comme il faut. Je me sens comme un... Pas un guerrier, un gardien. Un gardien enseignant avec une part de guérisseur. Parce que j'aime... C'est plus fort que moi, là, c'est en dedans, là. Oui, c'est ça, j'aime ça être... Puis même pas parce que j'aime ça, c'est dans moi, là. C'est de protéger quelque chose ou quelqu'un, de surveiller quelque chose ou quelqu'un, d'avoir la garde de quelque chose ou de quelqu'un. Je suis en train de faire, c'est ainsi, la nomenclature de toutes les vies antérieures que j'ai faites, là. J'étais gardien de troupeau, gardien de moutons, gardien de prison, gardien en Angleterre d'une famille. Et c'est toujours pareil. Je fais toujours le même pattern qui revient toujours, où j'ai une mission de protéger. Et là, ben, comme écrivain de fable, je protège quoi? Je suis gardien du bien et du mal. Je suis là-dedans. Fait que mes études en théologie, c'est le bien et le mal. Mon doctorat est en éthique, c'est le bien et le mal. J'étais professeur d'autodéfense, c'est encore le bien et le mal. J'avais des chroniques positives dans les journaux, c'est encore le bien et le mal. Des fables, c'est encore le bien et le mal. C'est toujours là-dedans. Ouais, mais toi, OK, dans ce que tu me dis là, je comprends, je te suis, mais qu'est-ce que toi tu sens de ça, toi, en dedans? Qu'est-ce que ça te dit de ça en dedans? T'es-tu bien avec ça? T'es-tu en interrogation de où si ça file? Comment tu le sens? Ça me fait peur un peu parce que je souffre d'être isolé. Je souffre, aller jusqu'il n'y a pas longtemps, la conviction d'être tout seul dans mon univers. J'ai eu le plaisir, il y a 2-3 semaines, de parler avec une femme de Gatineau qui vit à peu près ce que je vis aussi. Où elle se demandait, on est quoi? Est-ce qu'on est des sorciers? Est-ce qu'on est des prophètes? Est-ce qu'on est... On est quoi? Quel est le meilleur mot pour définir le genre de personne que moi, que je suis? Je suis quoi là-dedans? Là? Ça serait quoi ton mot? C'est ça, du bon monde. C'est bon. Mais je ne sais pas plus que ça. Okay. Je ne comprends pas le racisme, je ne comprends pas la guerre, je ne comprends pas le sexisme, je ne comprends pas que les églises se fassent la guerre. C'est que si les églises se font la guerre, c'est pas correct. En suprême, l'église, c'est pas là. Mais à l'intérieur, il y a toujours du fanatisme, il y a toujours de l'argent. Je ne comprends même pas qu'on vit dans un système qui n'est même pas un système de démocratie, on vit dans le système capitaliste. L'objectif, c'est de faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. C'est même pas, tu sais, la démocratie puis la République, c'est la parole au peuple.
On n'est même pas là-dedans, non? Tu te sens pas bien là-dedans? Mais pas en tout. C'est comme, Comment on tu vit verras dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans un univers où les relations interpersonnelles, on s'en fout. Tu sais, il y a 3 personnes dans la maison, tu as 5 télévisions. Tu prends l'autobus dessus, puis il y a 50 personnes, et 50 personnes se parlent. Là. Ils se parlent par appareil interposé. Ils n'ont rien à se dire. C'est comme. Ils se parlent dessus parce qu'ils sont pas là. Ils pensent que c'est pas menaçant, il n'est pas là. Comment tu verrais ça, toi? Je sais pas, j'ai déjà rêvé un grand coup de torchon sur la planète, mais ça recommencerait pareil. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a peur. Quand on a peur, on se protège, on se met des barrières, on s'identifie à un groupe. On est tous les blancs ensemble, tous les bleus ensemble, les jaunes ensemble. C'est comme la blague dessus quand ils ont aboli l'esclavage aux États-Unis. Maintenant, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, tout le monde est pareil. Mais les blancs foncés en arrière, puis les blancs parlent en avant. Ouais, c'est c'est comme, on vire en rond tout le temps là-dedans. Moi, je rêve d'un grand centre. Des fois, une grande ville d'amour. Ou d'un grand centre de ressourcement spirituel, où les gens pourraient déménager. Il y a des petites maisons partout dans la montagne. Arrêtez de courir. Ça en fout d'avoir 4 chaises ou d'avoir 12 chaises dessus. Tu en as besoin de 2. Tu en as besoin de 2. On peut-tu revenir à l'essentiel de l'être humain? Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes fables aussi, de ramener ça à l'essentiel, d'amener plein de leçons de vie. Quand l'amour ne tient qu'aux apparences, il est bien plus fragile qu'on pense. Et pourtant, c'est les apparences qui gagnent encore pareil. Écoute, toutes les émissions de télévision, c'est le paraître. Quand tu dis, waouh, mais il y a du montage en arrière de ça. Et si c'est pas parfait, ils vont la recommencer la scène, puis nous autres, on voit juste la scène parfaite. Les bloopers, ils flushent ça. On vit dans un monde de bloopers où c'est comme. Aussitôt qu'on n'est pas parfait, on se juge, on se culpabilise, on s'imagine que l'autre en arrière est meilleur. Combien il y en a de gens d'affaires puis de conférenciers. Hey, j'ai réussi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis tu grattes un peu, 3 mois après, ils font faillite, l'entreprise va fermer. C'est pas vrai, là. T'es comme. Respire. Moi, je suis en affaires comme entrepreneur depuis j'ai l'âge de 24 ans. Je suis toujours en affaires, puis j'aime ça dans mon compte. Parce que je comprends pas le principe d'un boss. Un boss qui dit dessus, toi, tu rentres à telle heure, tu finis à telle heure, puis tu as 15 minutes pour luncher là, puis tu t'en vas chez nous, puis tu dis, attends, va chier, là, moi, c'est pas de même. C'est pas vrai. Moi, quand je dormais dans ma boîte de carton, je me dis, c'est pas vrai que je vais travailler 50 semaines pour 2 semaines de vacances, puis que c'est un gars qui me connaît pas qui va m'imposer ça. Moi, c'est pas ça. Moi, je vais travailler à l'heure que ça va me tenter. Mais j'ai travaillé fort dans ma vie, là. J'en ai fait des 75-80 heures par semaine, là. Mais parce que je voulais, parce que ça faisait du sens. Parce que j'avais un défi. Et moi, donc, ton rêve, ton grand rêve, ça serait une grande montagne avec des petites maisons, puis le monde soit dans l'amour, dans le partage. Oui, mais l'amour, ça va, ça vient. Mais plus dans le respect les uns des autres, le respect des différences, d'être dans le dialogue, dans la sincérité. Et tu vas prendre, mettons, 25, 30, 40 adultes, puis tu les emmènes une fin de semaine de ressourcement, ou une semaine complète de ressourcement. Les gens vont se découvrir des liens affectifs. Écoute, c'est donc ben le fun de parler avec toi. Tu as fait ma journée aujourd'hui. Il se produit quelque chose dans le maillage humain. Mais je trouve qu'il manque de maillage. Et dans ce qu'on a présentement, c'est du maillage. Ce qui est plus fort, c'est le maillage de haine, de destruction, de dénonciation. Il y a un politicien qui lève la main, tout le monde rentre dedans. Là, il se passe qu'il y a une affaire dessus. Le Pelado, il fait poum, il rentre dedans. L'autre, c'est Pelado, poum, là, il rentre dedans. Oui, et où la vérité là-dedans? Là? T'enlèves tous les artifices. Là, c'est presque un monde de philosophie dans lequel c'est comme. Chacun a sa opinion. C'est qui a raison? C'est-tu Kant? C'est-tu Oppenheimer? C'est qui a raison là-dedans? Là? Ce n'est que des opinions, on s'en fout. La vérité, elle vient de la jonction des opinions de tout le monde. Puis il faut que ça fasse du sens. Si ça n'a pas de sens, pourquoi on porterait des manteaux d'hiver en plein été? Ça n'a pas de sens. Mais... Si on revient à toi, dans le sens que, bon, tu fais des fables, tu vas dans les écoles, tu enseignes... Tu enseignes aux gens comment se prendre en main pour, si je peux dire ça, là, pour faire des conférences, être capable de se dire. Ça existe, toi tu le fais. Tu en es une personne, tu restes à Québec, à Saint-Jean-Chrysostome, tu le fais, puis tu peux te déplacer n'importe où dans le Québec pour partager ça.
Les gens qui aimeraient te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as La façon la plus simple, j'ai tout regroupé mes affaires sur une seule adresse de courriel. OK. simard.pierre@me.com. OK. Ça, c'est facile. OK. simard.pierre@me.com. OK. Ou sur toutes mes interfaces. Je suis sur leconférencierduBonheur.com. Tu parles de tes sites web? Ouais. Oui, OK. Sur leconférencierduBonheur.com. Là-dessus, j'ai des coordonnées pour que les gens puissent me rejoindre. OK. J'ai monsieurfable.com. OK. Où toutes mes coordonnées sont là. J'ai aussi sur orateurexpert.com, qui est le site web de... J'ai fermé récemment mon autre qui était les éditions Résilience, parce que là, mon cerveau, il vient qu'il en a fait des... Il est surchargé de tout ça, là. OK. Je vais... Oui. De toute façon, Oui. tu vas me les donner, tes coordonnées, puis moi, je vais le mettre sur mon site web à moi et sur YouTube aussi. Maintenant, Pierre, Oui. je suis très heureux de t'avoir rencontré aujourd'hui. On va jaser un petit peu après quand même. Hein? Puis, en terminant, si tu avais un message pour les gens, pour toutes les gens, ce serait quoi ton message? Je pense qu'on a de plus en plus besoin de leaders, puis de moins en moins de moutons. Okay. Et la tendance est plus à créer des moutons, même des entreprises qui veulent former des leaders, ils les forment toutes pareilles, ils les forment comme c'est des leaders moutons. Où il y a quelqu'un qui dit, voici le truc d'être un leader. Tu fais ça, 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 tu fais ça. Il a fait, puis ils vont tout faire ça. En mouton. Un leader, c'est pas ça. Un leader, il assume qui il est, qu'est-ce qui l'intéresse, ce qui fait du sens, et c'est comme un profil d'entrepreneur. Moi, je ne me suis pas inventé entrepreneur. Je fais ça dans moi, puis ça fait 40 ans que je fais ça. Là. Mais je pense qu'il faut aller vers soi. Tu sais, dans la Bible, la première phrase qu'Abraham a dit, c'est pas vrai que Dieu a parlé à Abraham quand Abraham lui a demandé « Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? » En hébreu, c'est écrit « Va vers toi ». C'est la première phrase que Dieu a dit à l'homme, le premier conseil que Dieu a donné, « Va vers toi ». Mais va vers moi, pour ça, là, ça demande à renoncer à du bagage, enlever tout ça. Je suis qui, moi, d'aller vers soi. Ça prend... Et mon grand message, j'invite les gens à aller vers soi. Enlever la poussière. Et dans une de mes conférences, quand j'arrive avec des grosses lunettes roses, je dis aux gens, si tout ce que tu vois autour de toi, c'est rose, parce que tu as des lunettes roses. Puis là, je les enlève, puis je mets des lunettes bleues. Puis là, je dis, mais par contre, si tout ce que tu vois, c'est bleu, ben peut-être que tu as des lunettes bleues. J'invite les gens, enlevez vos lunettes spirituelles, mettez-les sur le banc, puis là, on va se parler de personne à personne, d'âme à âme. Puis si vous ne pensez pas être capable de faire ça, si vous êtes plein de préjugés, assistez pas à la conférence, je vous invite tout de suite à quitter, parce que ça va vous brasser. Puis souvent, là, je te dis le tiers de la salle se vide, là. Parce que on a tendance à juger le monde à partir des lunettes qu'on porte. Oui. Un de mes professeurs qui me disait dessus, l'œil de l'œil. Regarde-toi en train de regarder. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses quand tu penses ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de faire ce que tu fais? Où tu vas quand tu es en train d'avancer? L'œil de l'œil, moi je suis là-dedans. Être soi, là, c'est faire du ménage. Ça prend du temps et ça prend du ménage. Ça se fait pas demain matin. C'est pas une commande de Facebook, c'est pas du chat. Va vers toi, et assume-toi. Puis après, là, quand tu sais quitter, que tu veux, où tu vas, c'est plus simple. Moi, aujourd'hui, je sais où je m'en vais. Moi, je suis quelqu'un, je suis une bonne personne, j'aide les gens à être encore de meilleures personnes, puis j'encourage les gens à aider les autres à être encore de meilleures personnes pour répandre un grand message de compassion, comme ouvrez-vous, donnez-vous, puis surtout donnez-vous. Poignée de main, d'amour, comme... Il faut s'aimer d'abord, hein? C'est comme... Ouais. Et voilà. Pierre, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette belle opportunité de dire tout ça. Puis j'invite tous les gens, continuez de vous aimer. Puis prenez soin de vous parce que moi, je prends soin de moi. Puis c'est important. Merci bien.